Imaginez un matin ordinaire dans un village paisible d'Algérie. Des enfants partent garder leurs moutons, insouciants, souriants. Quelques heures plus tard, leurs corps sans vie sont retrouvés, égorgés, massacrés. C'était le début d'un cauchemar qui allait engloutir tout un pays, la décennie noire. Dans ce témoignage bouleversant, Mohamed nous raconte comment son village a basculé dans l'horreur, l'enlèvement et la mort de 7 jeunes bergers. La douleur d'un père qui perd son unique fils, la peur qui s'installe, la naissance des groupes d'autodéfense, puis l'embuscade sanglante où 75 militaires furent exécutés et mutilés, avant que l'Algérie, meurtrie mais debout, ne se relève grâce au courage de ses enfants. Restez jusqu'à la fin, car ce récit n'est pas une histoire comme les autres. C'est notre mémoire, c'est notre histoire. Je m'appelle Mohamed. Quand la décennie noire a commencé, j'étais un adolescent comme les autres, insouciant, rêveur, sans vraiment comprendre la gravité des choses qui se tramaient autour de nous. J'avais 15 ou 16 ans, à peine. À cet âge-là, la vie se résume à jouer au ballon, à courir dans les champs, à s'imaginer un avenir simple, comme nos pères, cultiver la terre, élever des bêtes, bâtir une famille. Notre village, niché entre les collines de Sidi Bel Abbès, vivait dans une simplicité que seuls ceux qui connaissent la campagne peuvent comprendre. Les hommes partaient tôt au champ, la houe sur l'épaule. Les femmes, foulards bien serrés, s'occupaient de la maison, du pain cuit dans le four en terre, des jarres d'eau qu'elles ramenaient de la source. Les enfants, nous courions pieds nus, le rire facile. Et puis, il y avait les bergers. 7 garçons jeunes, à peine plus âgés que moi, qui avaient l'habitude de sortir chaque jour avec les moutons. C'étaient nos camarades, nos voisins, nos cousins, des enfants du pays, inséparables, toujours ensemble. Comme tous les matins, ils se sont levés avant le soleil. Les chiens aboyaient, les brebis bêlaient, et eux riaient déjà en préparant leur sac. L'un portait une vieille flûte en roseau, un autre un petit transistor qui grésillait les chansons de Dahman El Arachi. Avant de partir, leurs mères leur crièrent « Faites attention, ne vous éloignez pas trop !» Mais comme tous les jeunes, ils haussèrent les épaules, pressés de rejoindre les collines. Ils disparurent dans la brume matinale, silhouette frêle derrière le troupeau, bâton à la main. Personne ne se doutait que ce serait la dernière fois qu'on les verrait vivants. Le soir tomba. Le soleil se coucha derrière les montagnes, et les moutons ne revinrent pas. Les familles commencèrent à s'inquiéter. D'abord, ce fut des phrases banales. « Ils ont sûrement tardé !» Le troupeau a dû s'éparpiller. Mais à mesure que l'obscurité gagnait, l'inquiétude devint angoisse. Les mères sortirent sur le seuil des maisons, guettant la route poussiéreuse. Les pères prirent des lampes à pétrole et partirent vers les collines. Mais aucun bruit de clochette, aucun aboiement de chien, aucun rire d'enfant. La nuit fut interminable. Chaque bruit de la montagne glaçait le sang. On chuchotait. Et si c'était eux, les hommes des maquis? Mais personne n'osait prononcer ce mot trop fort. Terroriste. Au petit matin, des hommes du village revinrent, le visage défait. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leurs yeux disaient tout. On trouva les 7 garçons dans une clairière, alignés comme des agneaux qu'on aurait sacrifiés. Égorgés, jetés dans la poussière. Leurs habits encore trempés de sang. Leurs visages figés dans une expression de stupeur et de peur. Les moutons erraient autour d'eux, bêlant d'une manière étrange, comme s'ils pleuraient eux aussi. Quand les mères arrivèrent, leurs cris déchirèrent l'air. Jamais je n'oublierai ces hurlements. Jamais. Elles se jetaient sur les corps, les serraient contre elles malgré le sang, malgré la poussière. Elles les embrassaient comme pour les réveiller. Parmi ces familles, il y avait un homme, un pauvre, qui n'avait qu'un seul enfant.
son fils unique, ce fils qu'il avait élevé avec patience et amour, ce fils qui devait être son bâton de vieillesse, son seul soutien pour les années à venir. Quand il vit son enfant, son monde s'écroula. Il tomba à genoux, frappa la terre de ses poings et cria « Mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi mon unique fils ?» Ses sanglots faisaient trembler tous ceux qui l'entendaient. On disait que son cri s'entendait jusque dans les montagnes. Il resta accroché au corps, refusant qu'on le lui enlève. Il répétait inlassablement « Prenez ma vie, mais rendez-moi mon fils !» Ce jour-là, ce père perdit la raison. Ce jour-là, tout le village comprit que l'enfance venait de mourir avec ses 7 garçons. Le jour où les corps furent ramenés au village, le temps s'arrêta. Les hommes les transportaient un à un, enveloppés dans des draps tachés de sang. Tout le village s'était rassemblé, silencieux, comme écrasé sous un poids invisible. Les mères hurlaient. Leurs voix déchiraient le ciel. Certaines s'arrachaient les cheveux, d'autres griffaient la terre de leurs ongles. On aurait dit que chaque cri ouvrait une plaie dans les cœurs de ceux qui écoutaient. Les femmes entouraient les familles endeuillées, récitaient des doua, prières, mais leurs propres larmes trahissaient leur impuissance. Les hommes, eux, restaient debout, muets, les mâchoires serrées, les yeux rougis. Chez nous, on dit qu'un homme ne pleure pas. Mais ce jour-là, même les plus solides, même ceux qui avaient vu la guerre d'indépendance, laissaient couler leurs larmes. Les 7 corps furent lavés selon le rite, chacun entouré par les voisins, les cousins, les amis. L'odeur du sang ne quittait pas nos narines, même une fois les linceuls refermés. Le cortège funèbre traversa les ruelles du village, suivi par une foule immense. On pria, on implora Allah de les accueillir parmi les martyrs. Les tombes furent creusées côte à côte, comme s'ils devaient rester unis jusque dans la mort. Lorsque le père de l'enfant unique vit la fosse se refermer sur son fils, il s'effondra. Il s'accrochait à la terre, hurlant « Non, laissez-moi descendre avec lui, je ne veux pas qu'il parte seul !» Il fallut plusieurs hommes pour l'arracher de la tombe. Son visage ravagé restera à jamais gravé dans ma mémoire. Après les funérailles, un silence pesant s'abattit sur tout le village. On n'entendait plus les rires des enfants dans les ruelles, plus de chansons autour des foyers. Même les animaux semblaient avoir compris. Les chiens se taisaient, les coqs chantaient faiblement. Chaque maison était en deuil. Chaque famille se sentait concernée. Même ceux qui n'avaient pas perdu un fils ce jour-là pleuraient comme s'ils avaient perdu leur propre sang. Car dans un petit village, les enfants appartiennent à tout le monde. Les jours suivants, les mères pleuraient encore, assises devant leur maison, tenant dans les mains les sandales, les habits, les objets laissés par leurs fils. Les pères erraient, le regard perdu, incapables de reprendre le chemin des champs. Moi, j'avais 15 ans. J'étais encore un adolescent. Mais après ce drame, j'ai senti que quelque chose s'était brisé en moi. Avant, nous jouions au ballon pieds nus, insouciants. Après ce jour, nous n'osions plus courir dans les champs. Chaque rire semblait une trahison envers ces 7 camarades qui n'étaient plus là. Nous avions grandi en une nuit. Nous avions compris que la mort pouvait tomber sur n'importe qui, à n'importe quel moment. Ce massacre, ces funérailles, ce silence furent pour nous le véritable début de la décennie noire. Après l'enterrement des 7 bergers, le village n'était plus jamais le même. On dit souvent que la mort frappe puis s'en va. Mais dans ce cas, elle était restée parmi nous. Elle s'était installée dans chaque maison, dans chaque ruelle, dans chaque cœur. Avant, les soirées étaient rythmées par les veillées. Les voisins s'asseyaient ensemble, les anciens racontaient des histoires, les enfants riaient aux éclats. Mais désormais, dès que le soleil disparaissait derrière les collines, les portes se fermaient. Un silence pesant recouvrait tout.
On n'entendait plus que les chiens, dont les aboiements faisaient trembler les femmes. Chaque bruit de pas, chaque craquement de branches réveillait la peur. La nuit n'était plus le repos, c'était l'attente, l'angoisse, le supplice. Les mères interdisaient à leurs enfants de sortir après le Maghreb. Les pères rentraient des champs plus tôt, jetant des regards inquiets vers les montagnes. Même les jeunes, d'habitude insouciants, restaient enfermés, murés dans un silence lourd. Le jour, on n'était pas plus tranquille. Chaque matin, de nouvelles rumeurs circulaient. Ils ont été vus dans le village voisin. Ils ont pris un troupeau par là-bas. Ils ont frappé cette famille parce qu'elle a refusé de donner à manger. Parfois, on apercevait de loin des silhouettes barbues, armées de kalachnikovs, traverser les sentiers. Ils descendaient des montagnes comme des ombres, silencieux, menaçants. Ils ne parlaient pas, mais leur seule présence suffisait à glacer le sang. La nuit, on voyait des flammes au loin, une maison brûlée, une ferme attaquée. Le rouge des incendies illuminait le ciel et rappelait à tous que la mort rôdait juste derrière la colline. Les champs commencèrent à se vider. Les troupeaux restaient enfermés. Plus personne n'osait s'aventurer trop loin. Les collines, autrefois pleines de vie et de champs de bergers, devinrent silencieuses comme des cimetières. La vie économique s'effondra. Les marchés se faisaient rares. Les récoltes pourrissaient faute de bras. Les familles vivaient sur leurs réserves. Même les mariages, qui étaient jadis une fête pour tout le village, devinrent austères, discrets, presque silencieux, de peur d'attirer l'attention. Je me souviens de ma mère qui sursautait à chaque bruit. Même le vent, quand il faisait claquer une porte, suffisait à la faire trembler. Mon père, d'ordinaire solide et droit, passait ses soirées assis en silence, le regard perdu, comme s'il cherchait déjà une solution pour protéger les siens. Et nous, les enfants, nous ne jouions plus. Nos jeux avaient laissé place à des chuchotements. Nos yeux suivaient les adultes, essayant de deviner ce qui allait se passer. C'est ainsi que la peur s'installa. Pas une peur passagère, une peur profonde, durable, une peur qui ronge l'âme et fait vieillir les enfants avant l'âge. Quand la peur eut complètement paralysé le village, il devint clair pour tout le monde qu'on ne pouvait pas rester ainsi. Chaque soir, les hommes se réunissaient discrètement, dans une maison ou autour d'un café amer. Les discussions étaient toujours les mêmes. On ne peut plus envoyer nos enfants dehors. Les champs sont abandonnés. Si nous ne faisons rien, ils viendront jusqu'à nos portes. Alors, une idée commença à circuler. Prendre nous-mêmes les armes pour défendre nos familles. Au début, certains hésitaient. Comment des paysans pourraient-ils résister à des hommes armés, organisés, sans pitié? Mais d'autres répondaient, nous n'avons pas le choix. Si nous restons sans rien faire, ils nous égorgeront un par un. Petit à petit, la peur céda la place à une nouvelle énergie, la volonté de survivre. On créa des groupes d'autodéfense. On les appelait gardes communaux, les hommes du village, ou tout simplement nos protecteurs. L'État, conscient du danger, soutint cette initiative. Des armes furent distribuées, des kalachnikovs usés, des fusils de chasse, parfois même des pistolets hérités de la guerre d'indépendance. Ce n'étaient pas des équipements modernes, mais pour nous, c'était déjà une lumière d'espoir. Des militaires vinrent former les hommes aux bases de la défense, monter une garde, utiliser une arme, établir une surveillance. Les habitants devinrent des sentinelles armées. Chaque nuit, à l'entrée du village, des hommes se relayaient. Ils creusèrent des tranchées, dressèrent des barricades avec des pierres et des troncs d'arbres. Dans l'obscurité, on entendait leurs pas lourds, le cliquetis de leurs armes, parfois leurs voix basses qui murmuraient des versets du Coran pour se donner du courage. Les femmes,
Elles aussi participaient. Elles préparaient du pain, du thé brûlant, des dattes, et les apportaient discrètement aux hommes qui montaient la garde. La solidarité devint notre bouclier invisible. Bien sûr, la peur était toujours là. Chaque nuit, chacun se demandait « Est-ce que ce sera ce soir? Est-ce qu'ils viendront ?» Mais cette fois, la peur était partagée, transformée en courage. Je me souviens avoir vu mon père, habituellement calme et fatigué par les champs, tenir une arme et marcher la tête haute. Je le voyais différemment. Ce n'était plus seulement mon père, c'était un protecteur, un mur entre nous et la mort. Et nous, les enfants, blottis derrière les fenêtres, on les regardait comme des héros. Après des mois d'angoisse et de résistance locale, un souffle d'espoir arriva enfin. L'armée nationale populaire lança une grande opération dans notre région. Un matin, nous avons entendu au loin le grondement des moteurs. Les collines résonnaient sous le bruit des camions et des blindés. Quand les colonnes de soldats apparurent, le village entier sortit pour les voir. Des dizaines, peut-être des centaines de jeunes militaires, la plupart à peine sortis de l'adolescence. Leurs uniformes impeccables, leurs chants patriotiques, leurs sourires confiants. C'était comme si une armée d'anges descendait pour nous protéger. Nous, les enfants, courions derrière les camions en criant « Vive l'ANP! Vive l'Algérie !» Les femmes agitaient des foulards blancs. Les hommes levaient le poing en signe de soutien. Ce jour-là, nous avons cru que la peur allait enfin s'éteindre. Les soldats s'avancèrent vers une vallée boisée. Là où, disait-on, un important groupe terroriste s'était réfugié. Les habitants les accompagnaient du regard, confiants. Les plus croyants levaient les mains au ciel et priaient pour leur victoire. Je me souviens encore du visage d'un jeune soldat qui m'avait souri en passant, comme un grand frère qui rassure un petit. Ce sourire, je ne l'ai jamais oublié. Mais ce que nous ignorions, c'est que l'ennemi savait déjà. La vallée n'était pas un refuge, c'était un piège. Dès que les colonnes pénétrèrent dans les bois, le sol explosa sous leurs pas. Des bombes artisanales habilement dissimulées éclatèrent avec un fracas assourdissant. Les camions furent soufflés, les soldats projetés dans tous les sens, et alors les montagnes s'illuminèrent de flammes. Des tirs jaillirent de partout, des kalachnikovs, des fusils mitrailleurs, des RPG. Les terroristes, embusqués, tiraient depuis les hauteurs. Les soldats encerclés n'avaient nulle part où fuir. Le vacarme était inimaginable. Explosions, crépitements de balles, cris de douleur, ordres militaires qui se perdaient dans le chaos. Les premières lignes tombèrent immédiatement. Les autres tentèrent de résister, mais chaque tentative était brisée par une nouvelle détonation. Le ciel était noir de fumée. La terre tremblait sous nos pieds. Et nous, depuis le village, nous entendions l'écho de la bataille. Comme si la montagne elle-même hurlait. Certains soldats réussirent à riposter vaillamment. Mais ils étaient trop jeunes, trop peu préparés pour un piège d'une telle ampleur. Les terroristes, eux, connaissaient le terrain. Ils se déplaçaient comme des ombres, encerclant, frappant, ne laissant aucune chance. Le combat dura des heures. Puis, peu à peu, le vacarme s'éteignit. Et dans ce silence pesant, nous avons compris. L'embuscade avait réussi. Lorsque le silence retomba dans la vallée, tout le monde comprit que le pire était arrivé. Mais personne n'imaginait l'ampleur de l'horreur. Les soldats qui n'avaient pas été tués dans l'explosion ou les tirs furent capturés. De jeunes recrues, blessées, désarmées, encore tremblantes de peur. On aurait pu croire que leur vie serait épargnée. Mais les terroristes ne connaissaient ni pitié ni honneur. Ils les attachèrent, les alignèrent et commencèrent une boucherie inhumaine. Certains furent égorgés, comme du bétail. D'autres furent mutilés, démembrés vivants. On raconte que des têtes furent tranchées et plantées sur des pics, exposées pour terroriser les survivants. Les terroristes chantaient, riaient,
comme s'il s'agissait d'un jeu macabre. 70, 75 jeunes militaires, des enfants pour la plupart, furent exécutés avec une cruauté que les mots ne suffisent pas à décrire. Quand les camions revinrent au village, ils n'étaient plus remplis de soldats chantants et souriants. Ils transportaient des cercueils, alignés, enveloppés du drapeau national. Le silence qui accompagnait ce convoi était plus lourd que toutes les larmes. Les familles pleuraient, mais c'était un pleur différent de celui des bergers. Ce n'était pas seulement la douleur d'avoir perdu des fils. C'était aussi la honte de voir des enfants de la nation massacrés de façon si sauvage. Ce massacre brisa quelque chose en nous. Si l'armée elle-même, avec ses armes, ses camions, ses hommes, pouvait tomber ainsi dans un piège et être exterminée, alors qui pouvait nous protéger? Les mères ne dormaient plus, les pères serraient les dents, la rage dans le cœur. Nous, les enfants, nous étions terrorisés. Ces images, ces histoires d'atrocités, se gravaient dans nos esprits comme des cicatrices qu'aucun temps n'effacera. Ce jour-là, la peur devint désespoir, et le désespoir, peu à peu, se transforma en rage. Après le massacre des militaires, l'Algérie entière trembla. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. L'horreur dépassait les limites de l'imaginable. Mais ce carnage ne resta pas sans réponse. Dès les jours qui suivirent, l'État déploya des moyens immenses. Des colonnes militaires supplémentaires arrivèrent. Des hélicoptères survolaient jour et nuit les collines. Des opérations de ratissage furent lancées dans toutes les zones suspectes. La gendarmerie, la police, l'armée nationale populaire, les forces spéciales et la garde communale unirent leurs efforts. Cette fois, il n'était plus question de subir. Il fallait reprendre le contrôle, frapper fort, briser la terreur. Pendant des semaines, les nuits furent éclairées par les tirs et les explosions. De loin, on voyait les collines s'embraser, comme si elles vomissaient le feu. Les coups de feu résonnaient jusque dans nos maisons, et nous savions qu'une bataille féroce se déroulait. Peu à peu, les nouvelles arrivèrent. Une katiba entière a été détruite. Le chef d'un groupe terroriste a été abattu. Des caches d'armes ont été saisies. Chaque victoire redonnait un souffle au peuple. Chaque terroriste neutralisé était une petite lumière qui perça l'obscurité. Les groupes d'autodéfense, épaulés par l'armée, jouèrent un rôle crucial. Ces hommes, simples paysans la veille encore, devinrent de véritables soldats. Ils connaissaient le terrain mieux que quiconque et guidaient les unités militaires dans les zones piégées. Les femmes continuaient de nourrir les gardes, de soigner les blessés, de prier sans relâche. C'était une lutte collective. Après des mois de feu et de sang, le calme commença à revenir. Les routes furent ouvertes, les marchés reprirent timidement. Les troupeaux revinrent paître dans les collines. Les écoles rouvrirent leurs portes et les enfants, tremblants mais courageux, reprirent le chemin des classes. Ce n'était pas la fin des violences. Il restait encore des attaques, des pertes, des blessures. Mais ce fut le début d'une lente victoire. Aujourd'hui, avec le recul, je comprends ce que cela signifiait. L'Algérie a souffert comme peu de nations ont souffert. Mais elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est relevée, grâce à Dieu, grâce au sacrifice des soldats, des gendarmes, des policiers, des gardes communaux, des pompiers, et surtout grâce à la force d'un peuple qui a refusé de disparaître. Moi, Mohamed, je garde en moi les images d'horreur, mais aussi la fierté d'avoir vu mon pays se battre et vaincre la terreur. Et si je raconte aujourd'hui, c'est pour que personne n'oublie le prix de la paix que nous vivons. C'est ainsi que se termine le témoignage de Mohamed. Un récit d'horreur, mais aussi de courage. Un récit qui nous rappelle que l'Algérie a trop souffert pendant la décennie noire. Aujourd'hui,
Je tiens à remercier chacun de vous, ceux qui soutiennent cette chaîne par leurs j'aime, leurs commentaires et leurs partages. C'est grâce à vous que ces mémoires ne s'éteignent pas. Si ce témoignage vous a touché, je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo avec vos proches, pour que la mémoire des martyrs et des victimes reste vivante dans chaque foyer. Et à vous, qui avez peut-être vécu une histoire similaire durant cette période sombre, n'hésitez pas à me la confier. Ce sera pour moi un honneur et un devoir de la raconter ici, pour que vos voix soient entendues. Si vous êtes resté jusqu'à la dernière seconde, cela veut dire que ce récit a résonné en vous. Merci, du fond du cœur, pour votre patience, votre écoute et votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un nouveau témoignage, une nouvelle histoire de la décennie noire. Merci et à bientôt.